En 30 mètres, vous larguez 6 tonnes d'eau. Et donc, quand vous avez la charge d'eau de 6 tonnes qui est larguée d'un avion qui vole à plus de 200 km/h, vous imaginez ce que ça peut engendrer comme dommage collatéral en bas. En termes de projection de pierres, on peut couper la cime des arbres et des gros troncs, bien entendu. Hein. Donc, imaginez ça sur la tête du personnel. Donc, quand on va au largage, il faut qu'on soit sûr qu'il y ait personne qui soit au contact et que les pompiers soient en sécurité. Donc il y a un échange qui se fait avec les pompiers au sol, le commandant des opérations de secours, qui va nous donner l'autorisation de largage. Et quand on a l'autorisation de largage, eh bien, on sait qu'on peut le faire de manière en toute sécurité. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode de podcast avec Thierry pour parler de la patrouille de France, des Canadair et de plein de sujets passionnants. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, abonne-toi et partage cette vidéo à tes amis. Aujourd'hui donc Thierry, tu es avec nous. Je te remercie d'être venu ici et je t'accueille avec grand plaisir pour ce podcast. Donc Thierry, tu t'es engagé dans l'armée de l'air en 1992 à l'école de l'air et tu as eu un parcours assez incroyable puisque tu as été dans la patrouille de France. Donc les avions qu'on voit au 14 juillet qui font des démonstrations impressionnantes. Donc on va pouvoir aborder ce sujet-là. Tu as aussi servi dans l'école de chasse et tu es passé par Cognac. Et après, tu t'es orienté sur du coup la sécurité civile en 2010 pour pouvoir intervenir. Et c'est notamment ce que tu vas faire cet après-midi, intervenir pour nos forêts, faire en sorte qu'il n'y ait pas de feu en France et pouvoir protéger du coup le paysage et la géographie et surtout les gens qui sont au quotidien potentiellement touchés par des feux de forêt. Donc Thierry, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de tes expériences et nous raconter qui tu es et comment tu en es venu à te présenter, à être ici aujourd'hui? Ben, en fait, moi, c'est très simple. J'étais pas destiné au départ à être militaire et encore moins pilote de chasse. Au niveau scolaire, j'étais pas ce qu'on appelle un élève brillant. J'étais plutôt dissipé. Alors, peut-être pas un mauvais élève, mais peut-être un peu trop dissipé. Plus intéressé par les copains, le sport, etc. Donc, je n'étais pas destiné à faire des études scientifiques. Alors, contrairement à ce que tu as dit, je n'ai pas fait l'école de l'air, mais j'ai fait la seconde voie pour être pilote, c'est-à-dire Oui, la voie d'office sous contrat. Alors, sous contrat. effectivement, Oui. tout le monde passe par Salon de Provence à l'école de l'air, enfin, sur la base de Salon de Provence, où il y a l'école de l'air. Donc moi au départ j'ai fait des études commerciales, j'ai fait un bac série B, j'ai fait un BTS commerce international. Même si j'ai toujours été passionné par l'aéronautique, en fait, lorsque je me suis renseigné auprès de l'armée pour devenir pilote, on m'a déconseillé parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire maths sup, maths spé, le concours de l'école de l'air, etc. Et donc il n'y avait pas de voie possible pour un candidat comme moi, avec un bac général, de pouvoir intégrer ce genre de filière. Et le hasard de la vie a fait que lorsque j'ai été en BTS, j'ai rencontré une jeune fille dont le copain faisait les officiers sous contrat pour être pilote justement de chasse dans l'armée de l'air. Et au gré de la discussion, elle m'a appris qu'effectivement il y avait une deuxième filière pour faire ce métier-là. Et donc je suis retourné au bureau Air Information pour demander un dossier. On m'a déconseillé aussi à l'époque de le faire en disant que bon, sans avoir fait des maths et des physiques, et de la physique à haut niveau, ce serait compliqué. J'ai posé la question en disant mais c'est autorisé ou c'est pas autorisé? On m'a dit c'est autorisé. J'ai dit ben, donnez-moi un dossier puis on verra bien. Je prendrai ma chance. Donc tout ça bien sûr a pris du temps. Entre-temps, ben, après mon BTS, j'ai fait une année à la faculté pour préparer des concours d'autres écoles comme notamment Sciences Po que j'ai réussi et j'ai intégré l'IEP de Grenoble à l'issue de mon BTS. Et pendant que j'étais dans ma première année à l'IEP de Grenoble, l'armée de l'air m'a appelé pour justement tenter ma chance pour essayer de faire pilote. J'ai répondu favorablement. Bien sûr, je ne cache pas que la discussion avec mes parents a été un peu compliquée, notamment mon père qui ne croyait pas trop à ma possibilité de réussir dans cette filière-là avec le parcours scolaire que j'avais eu. Et je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit si on ne vit pas ses rêves et si on ne tente pas sa chance, toute ma vie je vais le regretter. Voilà comment en fait j'ai intégré l'armée de l'air. Donc Voilà. tout était contre toi, tout le monde t'a déconseillé de le faire Oui, et tu l'as fait. voilà, Génial. exactement. Et j'aime bien parler de cette partie de ma vie parce que, et notamment ça fait partie des choses, lorsque j'étais à la Patrouille de France, on faisait beaucoup de communication, où on tord le cou un peu à des idées reçues sur pas mal de choses. L'armée de l'air enfin les armées en général, mais je parle de celle que je connais le mieux, à savoir l'armée de l'air.
c'est une structure où finalement on vous donne votre chance, peu importe votre milieu social, peu importe vos origines, peu importe etc. Je ne suis pas issu d'un milieu où je pouvais aller faire de l'aéronautique dans le civil pour me payer des heures, etc. Donc l'armée de l'air est une entité qui permet à des gens qui sont issus de n'importe quel milieu, sans jamais avoir volé, de pouvoir prétendre un jour à réussir, que ce soit pilote de chasse, pilote de transport ou pilote d'hélico. Voilà. Donc j'aime bien en parler parce que il faut tordre un peu le cou à tout ça, ou des fois, alors soit on a tendance à mettre les pilotes sur un piédestal en les voyant un peu comme des surhommes. Non, on est des hommes comme tout le monde. On suit une formation qui est certes sélective. Elle est sélective et ça dure pas mal de temps, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'échecs, c'est vrai aussi. Pour autant, j'ai pas eu l'impression dans mon cursus de formation d'avoir été brimé et d'avoir vu disparaître autour de moi la plupart de mes camarades de loin de là. Voilà. Donc une formation qu'on a en tête qui est incroyablement difficile et où personne n'arrive et où c'est surhumain et qui dans les faits en fait est accessible si on s'en donne les moyens, s'il n'y a pas de souci médical et si on travaille pour le… Alors, c'est vrai qu'il y a une partie qui est injuste. Effectivement, c'est la santé. C'est qu'au départ, on vous demande des prérequis en termes de santé que tout le monde n'a pas, par exemple pour les yeux, ça c'est sûr. Pour autant, pour le reste, c'est ouvert à tout le monde. Après, quand on est passionné, quand on est travailleur, quand on a trouvé sa voie, travailler et se donner les moyens, c'est même plus un sujet. On le fait de manière naturelle, et je peux en parler parce que j'étais pas spécialement quelqu'un de travailleur à l'école tout court. J'ai redoublé ma seconde, hein, c'est pas vous dire. Non, voilà, j'étais pas. Bon, c'est peut-être ça c'est peut-être ce qui a été le déclic dans ma vie en fait. C'est de redoubler ma seconde. C'est une époque où mes parents ont changé d'environnement aussi, donc j'ai changé de région, de France. Et donc j'ai dû redémarrer à zéro dans une autre région, et c'est peut-être ce qui m'a donné, il m'a dit, bon, allez, il est peut-être temps de se prendre en main, et si tu veux faire quelque chose de ta vie, de te mettre un petit peu à travailler. Donc j'ai pris mes rames, j'ai commencé à ramer, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir des petites victoires, de petits succès en petits succès. Finalement, ça remobilise, ça donne envie, et voilà, donc tout est possible. C'est un peu ma conclusion, quoi. Super. C'est une très belle conclusion, surtout pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent. On peut tout faire dans la vie et il faut se donner les moyens pour ça, il faut travailler et derrière, ça finit par payer. Super. Et comment ça s'est passé après, donc sur la formation pilote, puis l'orientation sur la chasse, comment ça s'est passé pour toi? Alors, je vais te parler de ce qui existait à mon époque. Il y a des choses qui ont un petit peu changé maintenant, mais ça reste à la marge, hein. Moi, entre le moment où je suis rentré dans l'armée de l'air et le moment où j'étais breveté pilote de chasse, il s'est passé 2 ans. Donc c'est quand même assez court. Alors, en fait, on a une formation, avant de commencer à voler, il y a une formation qui est théorique, une formation pratique, une formation anglaise aussi, puis une formation d'officier. Il y a quand même une formation militaire. À partir du moment où on rentre ensuite dans la phase de cursus d'apprentissage, vous avez un tronc commun, en fait, un tronc commun avec, alors il y a une partie pilotage d'accoutumance, où on vous apprend les b.a.-ba de l'aéronautique, et puis après il va y avoir des modules, alors, la navigation, le vol sans visibilité, le vol en formation, la voltige, etc. Le vol de nuit aussi en fait partie. Et pour chaque module, vous avez tant de missions à faire qui sont conclues par un test. Si vous passez tous les filtres, à la fin, en fonction des résultats que vous avez obtenus, et puis de ce que l'armée de l'air va pouvoir vous proposer à l'instant T, il va y avoir et puis de vos envies aussi, parfois vous pouvez avoir aussi le choix. Forcément, mieux vous êtes classé, plus vous avez le choix, ça c'est sûr. Et donc vous allez arriver à la fin du tronc commun où on va vous orienter, donc en fonction de vos résultats et de vos demandes, et de la place disponible aussi dans les armées. Étant donné que j'ai terminé major de promotion en école de début à Cognac, j'ai eu le choix. Et moi, je voulais faire la chasse, donc j'ai été orienté en chasse. À partir de ce moment-là, il y a un autre tronc de spécialisation chasse qui se faisait encore à Cognac. À l'époque, c'était sur Epsilon. Maintenant, les avions ont un petit peu changé, mais peu importe. Et à l'issue de cette spécialisation chasse, là, on part en école de chasse. Donc sur Alpha Jet, à l'époque, c'était à Tours. Maintenant, ça n'existe plus, hein. Il y a pas mal de bases ont fermé, hein. L'activité aérienne est en train de se recentrer plutôt sur Cognac et à la marge encore un petit peu sur Cazaux, mais sur Cognac et sur Centre-Provence et Cognac surtout. Voilà, avec d'autres vecteurs. Et à l'issue de cette phase à Tours, on est breveté pilote de chasse. Mais quand on est breveté pilote de chasse, c'est que le début en fait. On a un brevet, comme on a un permis de conduire,
En fait, on n'est pas apte à aller au combat, faire la guerre, etc. On ne sait pas faire. Donc on retourne en spécialisation. À l'époque, ça se passait à Cazaux, où là on apprenait à faire du tir RR, du tir air-sol, des missions de combat, du vol en patrouille à autre niveau sur des avions en réaction. Et à l'issue de ça, il paraît encore une fois un amphi, un classement. Et en fonction des places disponibles, vous étiez affecté sur un type d'avion. Voilà. Moi, j'ai commencé ma carrière sur Jaguar, au 311 Corse à Toul. À l'issue de cette période-là, donc, quand on arrive en escadron de chasse opérationnel, en fait, on va commencer réellement à rentrer dans le vif du sujet, à savoir passer sa qualification de pilote de combat opérationnel. À partir de ce moment-là, on est apte à aller sur un théâtre d'opération extérieur et remplir sa mission. Sous-chef de patrouille, alors on est leader d'une patrouille de deux avions. Et à l'issue de cette période-là, mon unité a fermé. Et pour un pilote sous contrat comme moi, le passage en école, que ce soit en école de chasse, en école de début, etc., est obligatoire. Donc en fait, ça permet d'avoir un mixte entre les gens qui sont en opération et ceux qui sont en apprentissage. Donc en fait, il y a un roulement pour instruire justement les jeunes, comme j'ai été à un moment donné instruit par d'autres pilotes des forces. Et donc je suis parti pendant 2 ans faire instructeur à Cognac en école de début. Et à l'issue, j'ai été raffecté sur notre type d'avion. J'ai fait du Mirage F1CT au Normandie-Yémen à Colmar. Et au bout de 4 ans d'unité opérationnelle, j'ai eu la chance de pouvoir postuler à la patrouille de France, parce qu'en fait, c'est d'abord on fait acte de candidature. Et je touche du bois, j'ai été sélectionné du premier coup et j'ai pu vivre donc après l'aventure patrouille de France. Et à l'issue de cette période-là, comme j'étais un officier sous contrat et qu'à mon époque, les périodes d'officier sous contrat, on était limité à 25 ans d'armée max, c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a plus de besoins. Il y a eu des filières différentes qui permettent à des jeunes qui souhaitent rester plus longtemps de prolonger l'aventure dans l'armée de l'air. J'ai des copains qui ont plus de 50 ans qui sont pilotes de Rafale encore aujourd'hui, donc tout est possible. C'était pas possible à mon époque. Voilà. Donc voilà comment s'est passé mon parcours de manière générale. Voilà. Génial. Avant de parler de la patrouille de France et de la sécurité civile, donc quand tu étais sur Jaguar puis après sur Mirage F1, est-ce que tu as pu partir en mission? Oui, bien sûr, ça faisait partie, c'était l'essence même des avions que j'avais demandé, surtout, c'était faire de l'opérationnel. Alors attention, je vais quand même être poli, on ne rentre pas dans l'armée pour faire la guerre. La guerre peut être une finalité de ce qu'on va être formé, mais on n'est pas des battants-guerre, on ne rentre pas dans l'armée en se disant oui, un jour je vais peut-être aller balancer des bombes sur des populations ou sur des militaires. On ne rentre pas pour ça, on rentre pour des valeurs, on rentre pour une passion du métier. Moi, je voulais piloter une Formule 1, c'est ce que j'ai eu la chance de faire. C'est des valeurs qui m'ont motivé aussi, qui font beaucoup de défauts dans la société d'aujourd'hui. Beaucoup d'entraide, beaucoup d'esprit de corps, de solidarité, de politesse, de respect, de manière générale de respect. Et ça m'a beaucoup plu. Je n'étais pas issu d'une famille militaire. Moi, dans ma famille, personne n'était militaire, à part mon frère aîné, qui était sous-marinier, et mon petit frère qui fait gendarme. Donc on est 3 garçons, et on a fait tous les 3 des métiers un peu au service de la nation. Ça en dit beaucoup sur l'éducation des parents, ça. Oui, j'avais un papa qui était exigeant et rigoureux et pas très tendre. Ah. Mais pour autant, il nous a donné, à mes frères et moi, des bases de vie, comme le fait de s'arracher, le fait de faire du sport, le fait d'avoir une dynamique, je dirais, toujours positive, et dire que le travail, ça paye. Et que tout est possible en fait, voilà. Donc c'est grâce à lui peut-être qu'on a embrassé ces différentes filières-là. Pour autant, j'avais pas de famille militaire, donc quand je suis entré dans l'armée, c'était un peu l'inconnu aussi. Je savais pas trop ce que j'allais trouver, voilà. Et je m'y suis éclaté, mais éclaté comme jamais dans tous les sens du terme. Alors bien sûr, on vit aussi des drames. J'ai perdu des camarades dans ce métier, mais ça recentre encore, enfin ça accentue l'effet de corps et l'esprit de cohésion. Moi, quand je partais en mission opérationnelle à 10 000 km de chez moi, je savais que ma femme et mes enfants, enfin, j'étais serein parce que je savais qu'en cas de coup dur, chez moi, par exemple, la voiture qui tombe en panne, la machine à laver ou des gamins qui sont malaxés et tout, j'avais toujours des amis, toujours des collègues du boulot ou leurs épouses qui seraient là pour supplanter mon absence. Et cette entraide-là, cette solidarité, c'est quelque chose de fantastique. Et
mes amis de ma promotion militaire sont encore mes grands amis d'aujourd'hui. Et ceux-là, c'est amis pour la vie, quoi. Voilà. Ce qu'on a vécu ensemble dans ma promotion à l'origine, quand je suis rentré à l'armée, et tout ce qu'on a vécu, les tranches de vie, que ce soit en école, que ce soit extra-pro, etc., a forgé une amitié indéfectible. Voilà. Et ça, c'est beau, je trouve. C'est beau. Voilà. Ça, c'est ce qu'on entend souvent pour l'armée dans le sens humanité, fraternité, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Et c'est aussi ce que l'armée de terre cherche vraiment à forger pour les absences de ces soldats qui sont en général plus longues que les absences Oui, c'est vrai. des aviateurs. Ouais. Et en tout cas, ouais, c'est quelque chose d'essentiel. On est dans un métier où il y a une possibilité d'absence longue, où il y a pas mal de moments dans l'année où l'homme ou la femme est absent à la maison et où ça peut poser problème pour la famille. Donc effectivement, cette fraternité-là est indispensable. Donc ça, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué. C'est très beau. Et tu as parlé du coup de ce métier-là en disant que la finalité pouvait être l'opération, pouvait être le combat. Et effectivement, on ne s'engage pas pour le combat, même si beaucoup s'engagent un petit peu dans cette dynamique-là avec les jeux vidéo, avec tout ce qu'on peut voir qui montre cette réalité-là aussi. Maintenant, on s'engage avant tout pour son pays, pour différentes valeurs. Chacun va avoir un Bien petit sûr. peu des valeurs plus ou moins fortes pour son engagement. Et du coup, au niveau de la partie opérationnelle, ce que tu as dit, je trouve que c'est hyper important de dire que oui, c'est une finalité, mais ce n'est pas une finalité qu'on doit aller chercher et on ne doit pas devenir belliqueux et rechercher la guerre à tout prix. Maintenant, sur ces opérations-là, du coup, où est-ce que tu as pu partir? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, en fait, bon, je ne rentrerai pas le détail des opérations parce que ça reste quand même, il y a une partie de réserve que je dois conserver, ça c'est sûr. Par contre, ce que je tiens à rappeler surtout, c'est que le militaire est toujours le bras armé du politique. C'est pas le militaire qui décide de son propre chef d'aller faire une guerre quelque part ou de participer à un conflit. On a un mandat qui nous est donné par les politiques qui ont été élus par les électeurs français. Et en général, la France n'est pas un pays va en guerre qui va aller, je dirais, faire des missions de combat sans mandat réel. Enfin, de l'ONU, par exemple, je le prendrais comme ça. Alors effectivement, j'ai participé à des opérations en Afrique, j'ai participé à des opérations en ex-Yougoslavie, par exemple. Voilà, ça fait partie du métier que j'ai pu exercer. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le détail, si tu veux bien, sur ce qu'on a pu faire ou pas, parce que je trouve que c'est pas ce qu'on doit donner spécialement aux jeunes. Voilà, ça fait partie. Par contre, la partie sur laquelle je vais vachement insister, c'est que on fait pas la guerre du jour au lendemain, et on est préparé pour ça. Et la formation militaire, elle est bien faite pour ça. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner tout au long de votre carrière pour que le jour J, ou si vous devez partir en mission de combat, vous êtes prêt. Vous êtes prêt parce que contrairement à un jeu vidéo où on est derrière un écran, là c'est du concret, c'est du réel. Donc il y a une partie de vos capacités que forcément vous risquez de perdre un petit peu par ces notions de stress, etc. Et donc heureusement que l'apprentissage il est progressif et qui va vous amener à être justement en pleine possession de vos moyens le jour J, quoi. Voilà. Donc, à chaque fois que tu étais en mission, tu t'es senti prêt, il n'y a pas eu de Oui, surprise ouais, et ouais, tout s'est bien passé. ouais, ouais. Non, non, j'ai pas eu de doute ni sur mon matériel, ni sur les hommes avec qui je travaillais, encore moins sur même les mécanos, parce que là on parle des pilotes, mais enfin l'armée c'est pas que des pilotes, voilà, l'armée de l'air c'est pas que des pilotes, c'est un ensemble de personnel de très haut niveau. Ça c'est vrai que l'armée de l'air c'est l'armée la plus jeune en fait par rapport aux autres armées, la marine ou l'armée de terre. Et l'armée de l'air est quand même composée majoritairement de techniciens de haut vol. Pour un avion, vous avez X spécialités pour remettre en œuvre votre avion, des motoristes, des armuriers, des radaristes, des élecs, enfin voilà, toutes sortes de spécialités qui font que quand vous prenez votre machine en main, ben, vous avez confiance. Vous avez confiance parce que vous savez que derrière, il y a une rigueur de travail qui est telle que je leur rends hommage à ces gens-là parce que c'est souvent les travailleurs de l'ombre. Pour autant, ils ont une part primordiale dans la réussite, que ce soit du fonctionnement général d'un escadron, mais particulièrement en opération où on a besoin d'être sûr que son matériel va fonctionner parfaitement. Voilà. À 200%, et ça, c'est un point
que je répète constamment. En fait, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des métiers, on va dire, opérationnels, même si tout métier qui sert qui a pour finalité l'opérationnel est opérationnel, mais de ces métiers qui vont être plus au contact, on va dire, par rapport aux métiers qui sont plus dans l'ombre. Et moi, j'étais dans une branche de l'armée qui est plus dans l'ombre. Et en fait, je vois beaucoup de personnes et beaucoup de militaires qui critiquent ces métiers-là et qui se permettent de dire des choses qui ne sont pas acceptables et de minimiser en fait le rôle de ces personnes. Sauf que sans technicien, sans logisticien, on ne fait rien. Et aujourd'hui, pour un militaire, dire ça et montrer cette image-là, c'est vraiment une très mauvaise chose parce que ça ne donne pas envie aux jeunes de s'engager dans ces voies-là, qui sont des voies qui ont tout autant leur importance. On a reçu sur ce podcast-là un Dany qui était ravitailleur dans l'armée et j'étais très content de pouvoir avoir une interview avec quelqu'un qui a un métier un petit peu plus discret, on va dire, mais qui a toute son importance. Parce que c'est comme pour l'armée de l'air, sans carburant, l'avion il décollera pas et on pourra rien y faire. Et l'inverse, c'est vrai, sans avion, il n'y a pas de ces métiers-là qui existent aussi. Voilà. En fait, c'est complémentaire. Donc, alors, bien sûr, je vais relever un point que tu as dit. Certaines personnes dénigrent ce genre de métier-là, mais on va faire simple. La nature humaine est ainsi faite. On peut considérer qu'il y a à peu près 10% d'abrutis. Eh ben, ces 10% d'abrutis, vous allez les retrouver partout. Peu importe le corps de métier, peu importe les origines, voilà, on va retrouver ça chez tout le monde. Donc il faut juste être suffisamment intelligent pour faire la part des choses et ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr, chez les pilotes, vous avez des gens qui ont des forts égaux, vous avez des gens qui vont peut-être se croire au-dessus de la masse, mais ils sont à la marge. Voilà, la plupart des autres sont des gens comme des êtres humains normaux, et voilà, comme tout le monde, et qui font un métier certes particulier, mais qui ont conscience de tout ce que j'ai dit avant. Voilà. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et comme j'ai connu aussi dans le personnel sous-officier mécanicien, des gens qui vouaient une haine féroce aux pilotes, mais ces gens-là étaient à la marge. Alors, est-ce que c'était de la jalousie? J'en sais rien. Enfin, le pire des mots MAUX de notre société, c'est la jalousie. Voilà. À partir de ce moment-là, dès qu'on commence à regarder dans la gamelle de l'autre sans savoir ce qu'il a fait, d'où il vient, je donnerai un exemple, c'est qu'une fois dans ma famille, on me disait, je veux dire cousin, etc. Un jour, il y en a un qui me disait, oui, mais toi, tu as de la chance, tu fais un métier qui te plaît. J'ai dit, oui, je fais un métier qui me plaît, j'ai de la chance, mais c'est pas que de la chance. Moi, c'est pas arrivé sur un plateau, on me l'a pas servi, je l'ai pas eu en héritage. Je suis allé chercher tout ça. Je suis allé chercher au prix d'un sacrifice, au prix de partir loin de chez soi, de ne pas rentrer tous les week-ends, de ne pas voir sa copine tous les week-ends, de devoir travailler et sacrifier sur beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. On n'a rien sans rien. Voilà, donc je suis content du parcours que j'ai fait. Je suis content du résultat. Je suis assez fier. Je ne suis pas fier pour être fier. Je mesure tout ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai pas eu l'impression finalement de forcer tant que ça parce que j'étais dans une dynamique qui était positive. Malgré tout, quand je fais le recul et que je regarde le nombre que l'on était au début, combien on a terminé, quels sont les parcours des uns et des autres, ben je suis content du mien en tout cas. Voilà. Je suis pas. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix de carrière et je suis content pour eux, mais je ne les jalouse pas. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent bien plus que ce que je gagne aujourd'hui parce qu'ils ont pris d'autres voies aéronautiques. Ben, je suis content pour eux. Mais je suis pas je suis pas jaloux. Voilà, moi je fais un métier qui me plaît aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui à la sécurité civile, ça me passionne. Voilà, je suis vraiment encore aux commandes de ma machine, je pilote vraiment un avion, j'appuie pas sur des boutons pour aller d'un point A à un point B en gérant un système. Donc ça me plaît. Pour autant, je dénigre pas le métier de ces gens-là, et c'est un métier tout à fait honorable et qui a d'autres vertus, qui a d'autres avantages. Voilà, c'est comme ça. Donc il ne faut pas être dans la jalousie. Voilà. Génial, c'est un super point et j'aime bien ta manière de le dire. En France, je trouve que par rapport à ça, il y a quand même un gros problème, c'est qu'on parle beaucoup de chance et on n'ose pas être fier. Et tu l'as dit, je suis fier. Et c'est beau d'être fier de son parcours, Ah c'est oui. beau d'être fier de ce qu'on fait. Il faut l'être. Si on se dit juste j'ai eu de la chance ou ma vie est pas bien pour ça, sans mettre en place des actions pour la changer, on peut que se sentir malheureux. Et on n'a qu'une vie, il faut la vivre en étant heureux, en se sentant bien. Et donc, ton parcours pour ça est beau et c'est très, très pertinent ce que tu as dit par rapport à ça. Maintenant, tu as parlé un petit peu à un moment d'ego d'autres pilotes on voit que tu as eu quelques histoires qui ont pu te marquer. Et c'est normal, hein, avec toute cette carrière, qu'il y a eu des petits accros. Bon, ça, c'est le cas de tous les métiers, comme tu l'as dit. Maintenant, pour revenir,
Donc, sur ton évolution, après, tu as basculé sur la patrouille de France. Comment ça se passe les candidatures? Donc, tu as déposé, j'imagine, un dossier peut-être en ligne ou papier. Alors, Et après, comment ça s'est ouais, passé? c'est plus simple que ça en fait. Donc la patrouille de France, déjà, pour pouvoir postuler, il faut avoir obtenu la qualification suprême au niveau des pilotes de chasse, c'est-à-dire chef de patrouille. Voilà. Donc tant qu'on n'est pas chef de patrouille, on ne peut pas postuler. Chef de patrouille, donc on commande combien d'avions? Comment Un ça se nombre passe? X d'avions, minimum 4 Minimum jusqu'à 4. un nombre indéterminé. Voilà, donc on a atteint quand même certains niveaux au niveau opérationnel. Ce qui veut dire combien de temps de pilotage à peu près? Bon, alors, ça va dépendre un petit peu des filières. Si vous avez fait l'école de l'air, par exemple, à partir du moment où vous commencez votre carrière, votre cursus professionnel et au moment où vous êtes chef de patrouille, ça va prendre 5 ans. Pour les gens sous contrat, ça va prendre un peu plus. Pourquoi? Parce que comme il y a un passage par les écoles qui se fait en général, c'est plutôt aux alentours de 8 ans, quoi. 8 Voilà. ans. Ok. Donc Euh, entre 5 et 8 ans de pilotage, si tout se passe bien. D'opérationnel, hein, D'opérationnel. voilà. Oui, en base, En si unité tout se passe opérationnelle, bien, oui. Donc pour ça pouvoir, c'est hors école. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut postuler. Donc pour postuler, bien sûr, vous postulez auprès de votre direction des ressources humaines, qui va retenir votre dossier ou pas déjà. C'est-à-dire que si vous avez des casseroles, ou si vous êtes pas, alors il peut y avoir des critères qui sont liés à votre mutation. Si vous êtes dans votre première année de mutation, vous venez d'être affecté sur un avion et transformé, on va pas vous autoriser à postuler à la patrouille de France parce qu'il faut amortir quand même cette qualification. En général, on vous autorise quand vous êtes plutôt vers la fin de votre période en unité opérationnelle, avant d'être muté en école, par exemple. C'est à ce moment-là qu'on va postuler. Donc votre dossier est retenu ou pas. S'il est retenu ensuite, vous allez passer une journée de sélection à la patrouille de France. Donc à la patrouille de France, il faut savoir que la patrouille de France, elle est souveraine pour son recrutement. Personne n'est imposé. Il n'y a pas de forme de discrimination positive, de quelque nature que ce soit. Donc ce sont les membres de l'équipe qui vont choisir les gens avec qui ils veulent travailler. Voilà, donc on passe une journée de sélection avec eux. Alors on est sélectionné non pas sur le pilotage, parce que c'est un métier qui est complètement différent. Donc on va voler avec eux, par contre on va assister au briefing, on va voler avec eux 2 fois. On n'assiste pas au débriefing, parce que le débriefing c'est quelque chose de particulier, donc on ne le montre pas, surtout si vous n'avez pas vocation à rejoindre la patrouille de France. Ensuite vous avez un entretien auprès de l'équipe et l'équipe de direction. Et puis vous faites le soir, vous faites du sport, vous buvez un coup en fin de journée, juste pour se connaître. Donc c'est une journée. À l'issue de toutes ces journées de sélection et tous les candidats qui ont été retenus, qui sont passés, l'équipe se réunit et procède à des votes. Voilà, c'est à main levée, voilà, il n'y a pas de tabou. Et choisissent d'éliminer au fur et à mesure les gens, non pas parce que ce sont des mauvais bougres ou pas chez tout, il y a une part d'objectivité, c'est-à-dire sur des critères surtout humains, et une part de subjectivité, c'est-à-dire que la patrouille du moment qui est en place à l'instant T peut avoir une sensibilité qui vous correspond davantage, et vous auriez postulé 2 ans avant ou 2 ans après, et ben finalement vous n'aurez pas votre caractère à vous, votre personnalité n'aurait pas convenu à l'équipe du moment. Voilà. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, ils votent, et quand il reste plus que 3 personnes, c'est-à-dire un pour être charognard et 2 pour être équipier, et ben vous êtes retenu et on vous appelle, on vous a dit que vous êtes choisi. Et à ce moment-là, vous rejoignez la patrouille de France. Charognard, c'est-à-dire? Charognard, c'est le nom qu'on donne à celui qui va prendre la place du leader l'année suivante, en fait. Donc, en fait, la patrouille de France, elle est constituée de 9 pilotes, 8 pilotes titulaires, un pilote remplaçant. Sur les 8 pilotes titulaires, enfin, sur les 9 pilotes, il y en a 7 qui sont issus du corps des officiers sous contrat, comme moi. Et le charognard et le leader de la patrouille de France sont forcément issus du corps des officiers de l'école de l'air. Ce sont des officiers de carrière. Alors là, c'est là qu'on rentre un petit peu dans le système un peu franco-français où c'est beaucoup sur les diplômes en fait en France, que ce soit dans les grandes entreprises ou que ce soit aussi dans les armées. Vous ne pourrez pas accéder à certaines fonctions si vous n'avez pas fait telle école. Voilà. Alors, c'est pas que le poste de leader ou de charognard il est plus prestigieux ou moins prestigieux que les autres membres de l'équipe, c'est un mode de fonctionnement qui est comme ça. Par contre, la patrouille de France, elle est renouvelée par tiers tous les ans. C'est pour ça qu'on n'y reste pas à 10 ans à la patrouille de France. Donc il y a 3 pilotes qui quittent la patrouille chaque année et 3 pilotes qui l'intègrent. Et en fait, on change de poste chaque année, et on change de leader chaque année, et on change de série chaque année. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce qui est important, c'est la patrouille, c'est pas les hommes, en fait. Voilà. Donc il y a un roulement pour permettre à d'autres personnes de pouvoir postuler aussi s'ils ont envie de vivre cette aventure-là. J'ai pas mal de mes copains militaires qui n'ont jamais voulu postuler à la patrouille de France. Pour eux, c'était pas une fin en soi. Ils préféraient continuer à faire de l'opérationnel. La mission patrouille de France,
on sort de l'aspect opérationnel pour faire de la représentation, du recrutement. Voilà, c'est notre métier. Voilà. Par contre, on va toucher une quintessence dans l'approche du pilotage, dans la précision, où on fait corps avec sa machine. C'est la seule unité en France militaire où le pilote, il a son mécanicien attitré et son pilote attitré, enfin, et son avion attitré. C'est le seul, c'est la seule. Donc après, son avion, on connaît tellement bien que on fait vraiment corps avec sa machine. Et on arrive dans un degré de précision de pilotage où on peut mettre son avion au centimètre près, dans la position qu'on veut. Et ça, c'est beau, quoi. Donc en fait, moi, typiquement, ma motivation pour aller à la patrouille de France, elle était de deux niveaux. La première, c'est que je voulais relever un défi. Est-ce que j'étais capable de faire ce que ces gens-là faisaient? Parce que tant qu'on n'a pas volé avec la patrouille de France, on ne se rend pas compte en fait. On pense que c'est un balai aérien, c'est joli, etc. Oui, et quand on est pilote, au bout d'un moment, on se dit ouais, c'est facile. Non, 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 c'est pas facile du tout. C'est que la première année, tu vas en baver, mais comme jamais tu en as bavé. Et quand on arrive auréolé de sa qualification suprême de bâton de maréchal, où on donnait les bons points, les mauvais points, vous revenez à zéro. Et c'est à vous tous les jours qu'on vous dit t'es pas bon, t'es pas en place, t'es pas au niveau, t'es pas au truc, t'es pas à l'attaque au gaz, t'es pas à l'attaque au trip. Enfin, c'est un peu technique tout ça, mais donc ça demande une grosse remise en question. Et c'est pour ça qu'on choisit les gens, parce qu'il faut pas avoir des personnes qui soient pas capables de se remettre en question. Et donc c'était la première chose. Et le deuxième aspect, c'était l'aventure humaine. Voilà. Moi, j'ai été rugbyman dans ma jeunesse. J'ai adoré ce sport. Je continue d'ailleurs à l'adorer. Je suis passionné. Et je voulais vivre. Alors, déjà, en escadron opérationnel, c'est une famille. On n'est pas nombreux, on est une trentaine de pilotes, hein, mais on se connaît très bien, on partage plein de choses. Et la patrouille de France, c'est 9 personnes qui vont vivre ensemble de manière encore plus exacerbée que. C'est comme une équipe de rugby, en fait. Et je voulais vivre cette aventure-là aussi. Et j'ai pas été déçu. Voilà. Enfin, sur les deux aspects. Par contre, c'est fatigant, par contre, c'est usant. Et moi, j'en ai fait 4 ans et demi et c'était bien. Voilà. Pas plus. Parce que, mine de rien, c'est très chronophage. Vous êtes énormément sollicité. Vous avez la tête à plein de choses et vous oubliez un petit peu. C'est pas que vous oubliez votre famille de manière volontaire. C'est qu'en fait, comme vous êtes tellement sollicité, tellement accaparé, que en fait, votre famille passe au second plan. Et c'est marrant parce qu'un jour, mon fils m'a dit, un de mes fils m'a dit la chose suivante. Pendant 4 ans que tu étais à la patrouille de France, on n'a pas eu de père. C'est dur, hein. Mais parce que en fait, c'est un rouleau compresseur. On pense qu'au boulot, tout en boulot, la précision, etc. Au téléphone, il sonne jusqu'à encore 21h le soir parce qu'on vous demande des choses. Vous devenez un faire-valoir pour beaucoup de gens. Alors attention, hein, on passe de l'ombre à la lumière, mais on va retomber dans l'ombre aussi. Hein, donc ça, il faut s'y préparer. C'est pour ça qu'on dans la sélection, on prend des gens. On ne veut pas prendre des gens qui aient la grosse tête. Parce que le jour où vous n'êtes plus à la patrouille de France, le téléphone, il arrête de sonner. Hein. C'est pas le temps que ça prend. Hein. Vous êtes bankable avant et vous ne l'êtes plus après. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la société qui est comme ça. Mais à la rigueur, on s'en fout, on le sait, on se prépare à ça. Voilà. Donc c'est un travail qui est difficile, chronophage, qui demande un investissement sans faille. Et pour autant, on doit avoir une équipe qui est parfaitement soudée pour que ça fonctionne. Voilà. On doit être à 200% dans son métier, on doit pouvoir se faire confiance. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans le groupe. Voilà. Si on veut que ça fonctionne correctement. Là, donc, tu nous as présenté de manière globale la patrouille de France et on a pas mal de points sur lesquels revenir et c'était super intéressant et merci pour ce partage. Donc, sur la patrouille de France, déjà, comment ça se passe le rythme d'entraînement et le rythme de représentation? Parce que moi, de mon point de vue, je me dis, bon, la patrouille de France, ils font quoi? 10 représentations par an. Ah, Peut-être que c'est 10 non, fois non. plus, je sais pas. C'est beaucoup plus. Alors déjà, comme l'équipe est renouvelée par tiers chaque année, en fait, à partir du moment, donc la période de vacances, on va dire, de la patrouille de France est estivale, c'est après le 15 octobre. Donc c'est là que les gens ils prennent 15 jours de vacances, voilà. Et à partir de début novembre, on recommence avec la nouvelle équipe. D'abord donc à 4 avions, puis à 8 avions, etc. Et donc on fait 2 à 3 vols par jour tous les jours. Ok. Et ça dure pendant les 5-6 mois de l'hiver. Tous les jours, 5 jours par semaine? Ah oui, 5 jours par Donc, semaine. 5 jours par semaine, 2-3 vols tous les jours, tous les Tous jours. les jours, tous les jours. Et donc, les 2-3 vols, il y a le plan de vol à faire avant, le débriefing Non, alors après. on n'est même pas organisé comme ça. Alors si tu veux, la journée type à la patrouille de France, c'est pas ça. La journée type à la patrouille de France, c'est d'abord, on commence par du sport. Séance de sport pour le renforcement musculaire tous les matins. Après, il y a le briefing, le vol, le débriefing, le casse-croûte, le rebriefing, le vol, le débriefing. Après, on va manger.
Donc on mange en général on est un peu en décalage. Alors le deuxième débriefing, soit il se fait après manger si c'est un peu tard, soit il se fait avant, mais voilà, c'est un peu comme ça. Après on va manger après tout le monde. C'est pour ça qu'on va plutôt manger vers les 13h qu'à 11h. En général, dans les militaires, on mange assez tôt, on mange plutôt vers les 11h. Et là, on mange plutôt vers les 13h. Et à l'issue de ça, on va qu'à ces occupations administratives, parce qu'on n'est pas que pilote. Il y a plein de choses à faire. Et on termine la journée par encore une fois une séance de sport. On fait 2 séances de sport par jour. Ouais, où là, on travaille plus l'endurance, le cardio. Donc ça va être du bike, du biking, ça va être du sport en salle, donc du foot en salle, du volley. Enfin voilà, c'est toutes sortes de sports pour travailler plus l'endurance. Et ça, c'est la journée type. Et à la fin de la journée, à l'issue du sport, c'est une petite douche et puis on boit un petit coup ensemble avant de rentrer chez soi. Le côté petit coup, boire un petit coup ensemble, ça c'est typique de la vie d'escadron. Enfin, c'était en tout cas typique de mon époque à moi. Et non pas qu'on incite les gens à boire de l'alcool du tout, c'est pas la question. Vous buvez bien ce que vous voulez. Par contre, c'est un moment de partage assez intimiste. Où on coupe entre l'aspect purement professionnel, c'est-à-dire du travail, du vol et tout ce qu'on a pu se dire dans la journée, et d'avoir un moment de convivialité où on va plaisanter ensemble avant de rentrer chez soi et être un peu plus détendu. Voilà, ça fait partie un peu de l'ADN de notre métier. Donc ça, on fait ça par période de 4 à 5 semaines. Au bout de 4-5 semaines, chaque fois, il y a une semaine ou 15 jours de congé. Pourquoi ? Parce qu'on a une phase de progression. Puis après, on arrive au sommet de la courbe. Et quand on est au sommet de la courbe, on se fatigue nerveusement, psychologiquement, physiquement. Et si on continue, en fait, on régresse. Donc il faut prendre du temps de repos pour se ressourcer avant de revenir. Ça, on fait ça pendant 5 à 6 mois de l'hiver. Et à partir de la saison estivale va débuter grosso modo début mai. Et on fait en moyenne 50 représentations par saison. Donc qui dit 50 représentations dit également 5 vols d'entraînement chaque fois. Enfin 50 vols d'entraînement. Donc ça fait 100 missions, plus les vols de transit, de mise en place, etc. Donc une semaine type à la Patrouille de France, c'est on part le jeudi matin, on se met en place sur un lieu de meeting, on répète, on dort sur place, le lendemain on redécolle, on va sur notre lieu de meeting, on s'entraîne, on répète, on reste sur place, le lendemain on fait le meeting sur cet endroit-là, le soir on dort sur le endroit de ce meeting-là, et le dimanche matin on repart pour revenir là où on s'est entraîné le jeudi sur l'autre lieu de meeting, pour refaire le meeting aérien. Et un meeting aérien, c'est de la représentation, c'est le meeting, c'est des séquences de dédicaces avec le public, c'est de l'échange avec le public, justement pour parler des différents métiers, etc., susciter des vocations. Et après, c'est de la représentation aussi avec les politiques, les médias, etc., sur les différents lieux où on va, donc en France et à l'étranger. Voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas ça à l'étranger aussi. Ah oui, il y a aussi. Ça s'arrête pas. Et donc tu parlais du rythme, tout ça, et tu parlais aussi du nombre de coups de téléphone que tu recevais. Ouais. Ça, les coups de téléphone, c'est qui appelle? Ça va être la télé? Alors, c'est plein de gens en fait. C'est la Patrouille de France. Parce que vous êtes à la Patrouille de France, vous devenez un centre d'intérêt. Un centre d'intérêt parce que potentiellement, vous allez pouvoir leur avoir des places pour venir vous voir, vous allez pouvoir les faire assister à votre briefing, vous allez pouvoir donner un accès à pas mal de gens dans différents domaines. Alors, chacun a ses motivations propres. Voilà. Mais donc, vous devenez bankable par rapport à ça. Et bien sûr, il y a l'aspect médiatique où vous avez des reportages, on veut savoir votre parcours aussi. Voilà. Typiquement, souvent aussi, vous venez d'une région, les gens de votre région savent qu'un homme de la région de la Drôme est à la Patrouille de France, et ils vont venir faire un reportage sur vous parce qu'il y a un Drômois qui est à la Patrouille de France. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Voilà. Et puis après, on est sollicité aussi par rapport à tout ce qui est représentation. Voilà, ça fait partie du métier. Donc effectivement, le téléphone sonne beaucoup. Et puis, mais ça fait partie du métier. Après, il y a plein de métiers autres que celui-ci où les gens passent leur vie au téléphone. Hein. Un commercial, je pense qu'il passe beaucoup sa vie au téléphone aussi. Voilà. Aujourd'hui, mon téléphone sonne beaucoup moins, par exemple. Tant mieux. Et au bout de 4 ans et demi, tu aurais eu la possibilité de continuer ou c'était plus possible? Non. Alors, en fait, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. J'étais obligé de partir. J'arrivais à la fin de mon cycle. Et en fait, 1 an et demi après, on m'a rappelé pour reprendre du service. À la Patrouille de France. Ouais, parce qu'un pilote s'était cassé le poignet et qu'ils avaient besoin que le pilote remplaçant puisse occuper tous les postes pour s'entraîner.
que j'occupe moi la fonction du pilote blessé. Donc comme j'étais encore à Salon de Provence sur place et que je préparais ma reconversion dans le civil, et ben, ils m'ont choisi, ils m'ont proposé à moi et j'ai accepté. Enfin, j'ai vu avec mes chefs aussi si c'était possible. Je suis retourné me faire relâcher sur AlphaJet et j'ai repris du service à la Patrouille de France. Et comme j'en avais fait 4 ans quand même, c'est très vite revenu en fait. Oui. Voilà, et j'étais pas sorti depuis 5 ans. Donc la gestuelle était mes réflexes sont assez vite revenus. Donc j'ai fait une pige de 3 mois et demi jusqu'au moment où le pilote a récupéré son aptitude et à ce moment-là, il a récupéré son poste. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un peu plus longtemps. Mais non, alors, il y en a qui ont pu faire plus pour des raisons, parce qu'il y a eu un crash, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été éliminé, parce qu'il y a eu une année où l'équipe a été figée parce qu'il y a une tournée hivernale, donc on ne peut pas recruter à ce moment-là parce qu'on repart à l'étranger pendant la période hivernale et que donc le show aérien va être figé pendant 2 ans avec le même leader, etc. Voilà. Mais ça reste à la marge. Donc il y a des gens qui ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais honnêtement, au bout d'un moment, on finit par se perdre, je pense. Voilà, c'est le bon format, c'est l'idéal, je pense, c'est 3 ans. 4 ans, c'est la limite, voilà. Et après, au-delà, ça commence à... Alors, le remplaçant, lui, il peut faire... alors, le remplaçant fait toujours une année de plus. Donc, si la patrouille fait 3 ans, lui, il fera 4 ans. Si la patrouille fait 4 ans, il lui fera 5 ans. Voilà. Mais... Et le remplaçant devient titulaire à un moment ou il reste... Non, le il reste remplaçant, lui, il va remplacer tous les membres de l'équipe, sauf le leader. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on pilote à la voix du leader, on pilote à la gestuelle du leader, et chaque leader a sa propre manière de parler, de piloter, et c'est trop chronophage. On n'a pas le temps d'en former un deuxième au cas où il y a une défaillance. C'est pour ça qu'il faut être en bonne santé, d'où l'intérêt du sport, d'où l'intérêt de l'hygiène de vie aussi, parce que si le leader n'est pas apte à voler, ben le show aérien il est arrêté, quoi. Alors que si on a un membre de l'équipe qui a un petit souci médical, hop, le remplaçant peut se substituer parce qu'il a occupé ces fonctions-là lorsqu'il était vraiment au sein de l'équipe. Alors il l'est toujours, mais il est un peu détaché. Voilà. Alors le rôle du remplaçant, il est primordial parce qu'il est au point central. En fait, c'est là où le show aérien est filmé. Et en fait, c'est lui qui distille, qui donne les corrections, etc. Donc en phase d'entraînement, c'est lui qui donne les corrections. Et lorsqu'on est sur show aérien, c'est lui qui va donner les autorisations de roulage, de décollage, etc. Qui va signaler, qui va s'immiscer, qui va prendre le rôle du contrôle pour donner des informations primordiales à la patrouille si besoin, qui va signaler effectivement au leader s'il y a un souci dans la patrouille, et également qui va avoir son œil critique pour corriger les défauts lorsqu'on fera le débriefing. À la patrouille de France, il n'y a jamais de vol suivant si le vol précédent n'a jamais été débriefé, jamais. Mais ça, c'est pareil en escadron, non? Alors en escadron, on débriefe, mais comme les missions ne sont jamais les mêmes, on débriefe pour la mission. Pas spécialement en vue de la mission suivante, parce que la mission suivante que vous allez faire ne sera peut-être pas la même. Voilà. Après, ça reste une banque de données que l'on va garder, bien entendu, hein, mais ce n'est pas la même finalité. Ok, très bien. Et donc là, sur ce rythme-là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans la patrouille de France? Qu'est-ce qui t'a un petit peu moins plu? Alors, ce qui m'a énormément plu, c'est tout ce à quoi j'ai eu accès. C'est-à-dire que j'ai eu une vie par rapport à la patrouille de France que je n'aurais jamais sans doute eu si j'avais été resté simple pilote. Voilà. J'ai été invité dans un endroit où j'aurais jamais été invité. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés, c'est-à-dire des hommes politiques jusqu'au président de la République, par exemple, des médias ou des membres du show business que je n'aurais jamais rencontrés, par exemple, des gens qui m'ont permis de faire des choses que j'aurais jamais pu me payer. Voilà, ça c'est la patrouille de France. Ça c'est pour le côté perso. Le côté vraiment purement patrouille de France qui m'a vraiment plu, c'est le côté partage. Partage avec les gens. Leur montrer que voilà, on n'est pas des surhommes, etc. On tord le cou un peu à ces idées reçues, que tout est possible. Et donc parler de son parcours, susciter des vocations, donner envie, donner quelques minutes de sa vie qui ne représentent pas grand-chose, mais voir dans le regard du jeune qui est venu vous voir l'émerveillement que vous avez pu donner et potentiellement la vocation et l'envie. Voilà. Ça m'a énormément plu. Après, il y a la vie de groupe, où on a vécu tellement de choses ensemble et tout, qui ont forgé tellement de souvenirs qui me resteront à vie. Cette cohésion, cette alchimie qui a pu y avoir entre nous, qui faisait qu'on arrivait à faire bloc sur tout. C'est une meute en fait, hein, c'est vraiment une petite meute. Et donc se faire confiance à 200% dans son boulot et de se dire ok, je pars avec mes mecs, mais je sais que les mecs ils vont assurer derrière
Donc ça m'a vraiment plu. Voilà. Il y a un ensemble de choses. Et au niveau de la patrouille de France, donc vous êtes les 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui… enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un commandant de la patrouille de France en plus du leader qui va guider, Alors, organiser? il y a une équipe de commandement, des équipes de représentation de l'armée de l'air. Il n'y a pas que la patrouille de France, en fait. Il y a l'équipe de voltige de l'armée de l'air aussi, le VA. Donc, il y a une entité supérieure qui, elle, chapeaute l'ensemble des équipes de représentation. Par contre, on n'est pas dans une hiérarchie type escadron de chasse, en fait. C'est un peu différent. Ils vont gérer plus la préparation des meetings en amont, et puis après, bah, effectivement, nous permettre de nous soulager de tout ce qui peut être éventuellement polluant lorsqu'on est sur les meetings, parce qu'il y a la partie représentation, mais après, il y a la partie sur laquelle on doit être vraiment hyper concentré, c'est le vol. Et à partir du moment où on rentre dans sa bulle, c'est-à-dire le briefing, on est vraiment dans sa préparation du vol, où là, on sort de ce contexte-là et on ne doit pas être perturbé par autre chose. Voilà. Donc ces gens-là sont là aussi pour nous préserver, voilà, de tout ça. Très bien. Et le leader, donc, c'est celui qui va vraiment organiser la manière de voler, qui va organiser les plans de vol, enfin, qui va pouvoir dire on fait telle figure, tout ça, c'est ça? Alors, le leader, à la patrouille de France, de manière traditionnelle, on lui laisse la primeur de construire le futur leader, parce que en fait, c'est quand il est charognard qui prépare sa future série, on lui laisse la primeur de construire sa série. Pour autant, il ne peut pas le faire de manière… Enfin, il ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va pouvoir faire seul, à peu près, mais d'autres, il va être obligé de demander le conseil aux pilotes plus expérimentés de la patrouille de France pour savoir si, un, c'est réalisable, deux, si c'est attractif, bankable, est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que ça demande en forme de travail, et si dans l'organisation, etc. Et donc, en fait, il y a un échange avec d'autres membres de l'équipe pour essayer de construire et de proposer d'autres choses aussi. Voilà. Pour autant, à la fin, c'est lui qui va décider de dire, OK, bah, je vais faire comme ça. Et donc, sa patrouille, ça reste la sienne, mais qu'on va mettre en œuvre. Hein. Le leader, c'est le chef d'orchestre. Nous, finalement, les membres de l'équipe, on est les musiciens qui jouent la partition. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, après, phase de répétition, le leader se met en face de nous. Voilà. Et à la patrouille de France, donc il y a effectivement une hiérarchie, il y a une organisation. Le leader reste quand même le plus gradé, même si c'est pas le plus ancien. C'est le paradoxe. Donc, quand le leader parle, on écoute notre leader, c'est normal, comme dans une entreprise, un patron, il parle, les salariés écoutent. Pour autant, il y a des fois, le leader se fait débriefer comme les autres aussi. Parce que sur l'aspect pro, il n'est pas toujours le mieux placé, ou il n'a pas tous les domaines de compétences non plus. Donc, on est organisé d'une certaine manière où, en fait, il y a parfois différents leaders. Ce n'est pas toujours le même leader. Voilà. Okay. Il y a des cadres, en fait. Il y a différents cadres dans la patrouille de France. Il y a des éléments clés. Et ces éléments clés, de par leur expertise, sont à même de débriefer le leader, par exemple, ou donner des conseils, ou intervenir lorsqu'on estime qu'il y a peut-être une dérive. Voilà. Super pour ça. Bah oui, c'est une équipe, il faut que ça puisse tourner. C'est comme dans une équipe de sport, on a le capitaine qui peut se faire débriefer par les entraîneurs, voire même des joueurs qui peuvent lui faire des retours pour que ça progresse. Ensuite, tu as basculé du coup sur la sécurité civile. Oui. Comment ça s'est passé cette bascule? Donc moi j'arrivais au terme de mon engagement. Enfin, je pouvais rester encore quelques années de plus dans l'armée, mais j'aurais été un peu trop âgé à l'époque pour pouvoir postuler, parce qu'à l'époque il y avait une limite d'âge pour rentrer à la sécurité civile qui était 43 ans. Limite d'âge qui a disparu, puisque maintenant c'est dans tout ce qui est cadre de discrimination, on n'a plus le droit de mettre des limites comme ça d'âge, etc. Donc ça a disparu. Donc moi, si je voulais rentrer à la sécurité civile avant 43 ans, il fallait que je parte plus tôt, donc j'ai préparé ma reconversion. Et donc la limite d'âge, du coup, n'est plus la… Enfin, les limites de contrat pour les officiers sous contrat n'étaient plus la même pour la sécurité civile, parce qu'on est sur un service à part. Oui. Et du coup, ça change. En fait, moi, quand je suis rentré dans l'armée de l'air, je pouvais faire 25 ans d'armée tout court, maximum. Je ne pouvais pas faire plus. Aujourd'hui, ils peuvent faire plus, mais moi, je ne pouvais pas. Donc, au bout de 25 ans, il fallait maximum que je quitte l'armée. Donc, j'ai fait un petit peu moins, parce que si j'étais allé aux 25 ans, j'aurais dépassé les 43 ans, et donc je me serais fermé des portes de reconversion. Parce que pour un officier sous contrat, la reconversion est obligatoire. L'armée de l'air, à la fin de votre engagement, elle ne vous dit pas tiens, voilà, je t'ai trouvé un travail, et merci pour le service rendu, c'est à toi de chercher un travail. Alors attention, on ne va pas galérer spécialement pour trouver un boulot. Pourquoi ? Parce que, alors moi à mon époque, on ne passait pas les équivalences du pilote de ligne dans l'armée de l'air, donc j'ai dû me le repasser dans le cadre de ma reconversion, de repartir sur les bancs de l'école, de repasser les 14 UV du pilote de ligne, la qualification de vol aux instruments aussi, et puis le travail en équipage.
Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans l'armée, ça fait partie de leur cursus de formation. Donc l'ATPL, comme on dit, hein, c'est tous les certificats du pilote de ligne, sont intégrés dans la formation du pilote militaire. Donc ils n'auront pas à repasser ça. Donc le jour où ils quittent l'armée, eh bien, ils vont aller postuler chez Air France, chez Ryanair, chez EasyJet, etc. pour ceux qui veulent faire pilote de ligne. Et ils passeront les sélections comme les autres, mais ils auront déjà la formation. Voilà. Alors que moi, ce n'était pas mon cas. Donc moi, j'ai dû repasser toutes ces épreuves-là. Et une fois que j'ai eu mes diplômes, eh bien, j'ai fait acte de candidature un peu partout. Et notamment la sécurité civile, parce que la sécurité civile demandait les mêmes prérequis hein, que d'autres compagnies aériennes, par exemple. Et donc, j'ai passé la sélection à la sécurité civile pour intégrer la sécurité civile. Voilà. D'accord, donc tu as repris à zéro, il n'y avait pas du tout de… Il n'y a pas de passe-droit. D'accord. Voilà. Parce que dans l'armée de terre, on a des places pour la sécurité civile, pour oui, mais parce que vous avez, vous, des emplois réservés. Nous, on n'a pas d'emploi réservé dans l'aéronautique. Pourquoi? Parce que les emplois réservés dans l'aéronautique, la plupart, ce sont des boîtes privées. Donc, il faudrait que l'État fasse des contrats avec des boîtes privées qu'on leur impose, mais eux, ils ont leur propre mode de sélection et ils veulent prendre des gens qu'ils ont envie de prendre aussi. Donc, c'est assez éclectique. Donc, non, on n'a pas de passe-droit pour ça. Et puis, en plus, on change de ministère. Donc, là, si vous quittez l'armée et que vous allez chez Air France, vous êtes dans le privé. Moi, j'ai quitté le ministère des Armées pour aller au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un ministère différent. Voilà. Donc, et puis, aujourd'hui, moi, je suis en tant que pilote bombardier d'eau, je ne suis pas gradé. Je ne suis plus capitaine ou commandant. Je n'ai pas de grade. Je suis monsieur Thierry Loine. Voilà. Donc on a des qualifications aussi, hein, voilà, j'ai repassé toutes mes qualifications, des différents appareils, etc. Voilà, mais je n'ai pas de grade, voilà, j'ai une qualification professionnelle. Donc après ça, tu as basculé dans la sécurité civile, tu as dû reprendre. Et pour ce qui est du pilotage, c'est quoi la différence de pilotage, de sensation entre tout ce que tu as pu piloter? Parce qu'on a le Jaguar, on a l'Alpha Jet, on a le Mirage F1 hein? Et après le Canadair. Donc, comment tu t'es senti en arrivant sur cette nouvelle machine? Alors moi, j'ai pas commencé par Canadair, j'ai commencé par le Tracker, qui était un avion monopilote qui larguait du retardant et qui, dans la mission principale, était le guet aérien. J'en ai fait 10 ans jusqu'à ce que l'avion soit retiré du service et ça fait que 5 ans que je fais du Canadair. Voilà. Mais ce qui est bien, je suis content parce que j'ai eu à la fois la culture produit retardant et avion terrestre. Quand on dit avion terrestre, ce sont des avions qui doivent se reposer au sol pour se faire ravitailler et remplir par des pompiers au sol. Par rapport à l'avion Hydro, qui est le Canadair, où lui c'est un avion qui devient un bateau et qui redevient un avion. Voilà. Où on ne s'arrête pas au sol pour faire le plein en fait, on va faire le plein sur l'eau, sur différents plans d'eau. Donc moi j'ai commencé ma carrière à la sécurité civile sur Tracker. Donc en fait, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le vecteur. On a des avions qui sont plus lourds, qui sont moins manœuvrants, qui ont moins de puissance, ça c'est indéniable. Par contre, il y a beaucoup de similitudes avec le milieu militaire où on a une mission, un objectif, et le but ultime c'est de réussir l'objectif, donc la mission. Donc c'est de larguer au bon endroit, etc. Alors on n'a pas les mêmes systèmes, hein, on n'a pas des systèmes perfectionnés comme on a des systèmes d'armes sur les avions militaires. Le largage se fait à vue, il n'y a pas de viseur, hein, c'est l'expérience, c'est de l'expérience. En pilote aux fesses, on tient compte des éléments extérieurs, mais voilà comment on travaille. Il y a un GPS ou même pas? Non, alors le GPS nous sert pour l'orientation dans l'espace, sur les zones qu'il faut éviter de pénétrer. Mais il n'y a pas un système qui dit le feu est là? Non. Le feu, on nous dit il y a un feu sur telle commune, et nous, on sait grosso modo dans quel département c'est. Donc déjà, on prend la direction du département, et puis après, avec le GPS, on va affiner pour savoir quel est le nom de la commune, pour aller pile poil sur le nom de la commune. Mais après, au bout d'un moment, quand vous avez un feu, quand vous êtes à proximité d'un feu, vous voyez le panache de fumée. Donc vous allez facilement vous y retrouver. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'apparente le plus enfin, qu'est-ce qui fait que c'est presque une continuité par rapport à l'aviation militaire, c'est que c'est à peu près la même organisation. On vole en patrouille encore aujourd'hui. En Canada, on peut voler 2, 4, 8, 10 avions. Hein, donc voilà, donc il y a du lead de patrouille à faire qu'on ne fait pas dans le civil. Il n'y a pas d'aide au pilotage. On n'a pas de PA. Sur Canada, il n'y a pas de pilote automatique. Sur Tracker non plus. Donc en fait, on est tout le temps en commande. On est tout le temps aux commandes de sa machine. Voilà. Et dans des commandes et dans des phases de vol où l'avion est très manœuvrant, il faut parfaitement connaître les limites et les coins de son domaine de vol parce que ça reste un métier à risque. Voilà. Donc et c'est un métier où l'avion des fois il est léger et puis il devient lourd quand il est chargé, puis il redevient léger après le largage, etc. Donc
On évolue dans un environnement dense, comme une mission opérationnelle sur un théâtre d'opération extérieure. Vous avez des systèmes solaires en face qu'il faut éviter, vous avez des menaces aériennes potentiellement en face qu'il faut également éviter, tout en réalisant sa mission. Et bien là, vous devez réaliser votre mission en tenant compte de l'environnement où il y a beaucoup d'avions, d'hélicoptères qui sont dans une zone. Vous avez les fumées, vous avez le vent, vous avez les rotors, vous avez l'aérologie qui peut être compliquée, vous avez des personnels menacés, vous avez des personnels qui sont au sol, donc il faut pas larguer dessus non plus. Donc il y a beaucoup de similitudes dans l'organisation et dans la gestion de la mission. Voilà. Donc c'est quelque part une continuité. C'est pour ça que je suis content de faire encore ce métier-là, parce que, déjà, je suis encore au service de la nation, et ça c'est quelque chose qui pour moi est important. Dans l'ordre, c'est la défense, la sécurité civile, c'est la défense des personnes, la défense des biens et la défense de la forêt. La forêt, elle finira toujours par repousser. Les biens, on peut les reconstruire aussi, mais les personnes, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. On ne les fait pas revenir. Voilà. Donc l'ordre de priorité, c'est ça. Donc je suis content de participer à cet effort-là pour justement protéger mes semblables des risques potentiels d'incendie. Voilà. Et c'est super qu'il y ait ces similitudes-là, que tu t'y retrouves et que ça te plaise. J'ai vu plusieurs fois que si un bombardier d'eau, donc là un Canadair en l'occurrence, largue de l'eau sur quelqu'un et que ça pouvait le tuer, Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Ah oui, en fait, on largue à 30 mètres, à 100 pieds. En 30 mètres, vous larguez 6 tonnes d'eau. Vous imaginez 6 tonnes d'eau. 30 mètres de haut? Oui. Ah, c'est aussi bas? Oui. Ok. Voilà. Et donc, quand vous avez la charge d'eau de 6 tonnes qui est larguée d'un avion qui vole à plus de 200 km/h, vous imaginez ce que ça peut engendrer comme dommage collatéral en bas. En termes de projection, de pierres, on peut couper la cime des arbres et des gros troncs, bien entendu. Hein. Donc, imaginez ça sur la tête du personnel. Donc, quand on va au largage, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait personne qui soit au contact et que les personnels des pompiers soient en sécurité. Donc il y a un échange qui se fait avec les pompiers au sol, le commandant des opérations de secours, qui va nous donner l'autorisation de largage. Et quand on a l'autorisation de largage, on sait qu'on peut le faire de manière en toute sécurité. Ok. Ouais, donc c'est un largage d'eau, c'est vraiment violent et. Oui, c'est violent. Alors, c'est violent. Plus on va être bas, plus ça va être violent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez haut pour que la charge ait le temps à la fois de s'ouvrir et d'avoir une efficacité optimale. Si vous larguez trop bas, en fait, ça fait qu'une grosse boule, mais ça va venir tout arracher en bas, mais ça va rien éteindre en fait finalement. Voilà. Ça va faire une saignée, mais ça va rien éteindre. Donc il faut rafraîchir, il faut que la masse d'eau ait le temps de s'ouvrir de manière à ce qu'elle se pulvérise avec une masse assez dense. Et c'est la répétition du largage des avions et le recoupage des largages qui fait qu'on arrive à faire tomber les fumées, etc. Et donc qu'on ait un produit. Quand on travaille à l'eau, quand on travaille au retardant, c'est différent. Le travail au retardant, on va mettre le produit, 2/3 du produit dans le verre. Ce qu'on appelle le verre, c'est la végétation qui n'a pas encore brûlé, et seulement 1/3 sur les flammes. Voire même, on met tout dans le verre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le feu, quand il va arriver sur le produit, il va mourir. Parce que ce produit enrobe les végétaux et donc va priver le feu de son combustible. Voilà. Privé d'oxygène, parce que c'est de la chimie, hein, le feu de forêt, il faut de l'air, il faut du combustible, combustible et voilà. les cours de chimie. Exactement. Et donc, quand vous avez tout ça réuni, ça va prendre. Et quand vous supprimez un des éléments, forcément le feu il va s'arrêter. Et par contre, quand on travaille à l'eau, on attaque directement les flammes. Vraiment, c'est faire tomber la chaleur, faire tomber les flammes. C'est pour ça qu'on part toujours de l'origine en remontant à la tête de feu, parce qu'on part de l'origine, parce que la tête de feu, en général, quand c'est un gros feu, elle est trop virulente, il y a trop de fumée, on ne voit rien. Donc on est obligé de partir de l'origine pour remonter, finalement canaliser le feu et venir ensuite traiter la tête du feu. Voilà. Donc c'est technique, ça prend du temps. En Canadair, ce qui est difficile à acquérir, c'est pour ça qu'il faut quelques années, c'est le travail à l'eau, parce que d'un avion qui devient un bateau, qui redevient un avion, et en fait, il faut être capable de lire correctement un plan d'eau. Un plan d'eau, c'est j'ai du clapot, j'ai de la houle, j'ai du vent. Qu'est-ce qui prime entre la houle et le vent? C'est la houle. Parce que si vous avez une houle ça a une énergie qui est énorme. Donc si quand nous on est en écope, on rentre dans l'eau, on est aux alentours de 80 nœuds, entre 70 et 80 nœuds, c'est notre vitesse d'écopage, on va écoper entre 60 et 70 nœuds, mais on va rentrer dans l'eau aux alentours de 80 nœuds, donc on est à plus de 150 km/h. 150 km/h sur l'eau, avec un bateau, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est monstrueux, on a l'impression d'être à 400 km/h avec une voiture. Parce que la mer devient un mur, en fait, c'est de la pierre.
Donc si on prend la houle de face à ces vitesses-là, on se fait défoncer. Enfin, l'avion va rebondir, on peut tout éclater au niveau de la coque. Donc le but du jeu étant de prendre la houle, de la surfer en fait, de la prendre de profil. Mais on est limité en vent de travers. Parce que si on a trop de vent de travers, ben, l'avion on ne peut pas le compenser avec la vitesse à laquelle on est. Et donc on risque d'aller enfourner un ballonnet et de l'arracher. Donc oui, c'est hyper technique. Et tout ça, ben, il faut apprendre à lire le plan d'eau correctement. Est-ce que je le prends comme ça? Qu'est-ce que j'ai privilégié? La houle, le vent, etc. Voilà. Donc ça prend du temps. Tu as déjà eu des soucis en ravitaillant ton avion en eau? Alors, de soucis, moi, j'ai pas cassé, j'ai pas endommagé mon appareil au point qu'il soit truc. Par contre, ça m'est arrivé de déformer, au tout début où j'étais sur Canadair, de faire une déformation des trappes de train devant, mais parce que je suivais quelqu'un qui m'avait emmené dans des conditions qui étaient difficiles et j'avais pas suffisamment le recul et la maturité nécessaire pour jauger si c'était le bon endroit ou pas. Voilà, et je me suis fait aberrer en fait, voilà, donc j'ai fait l'erreur. Donc alors après, ce sont des petites réparations. C'est une pièce qui est fragile en fait, hein. Donc ça détruit pas l'avion, ça. C'est un peu comment s'appelle de chaudronnerie qui va être fait derrière et on remet la trappe. C'est pas bien grave. Mais il faut éviter de se mettre dans ces conditions-là, voilà. Mais effectivement, l'erreur fait partie de notre métier. On n'est pas un métier où on peut faire, même si on essaie de minimiser le risque au maximum, on peut se faire piéger. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut être conscient. Il faut toujours avoir une petite lumière qui nous dit attention. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que voilà, toujours avoir le doute? Et le fait d'avoir le doute, c'est positif pour la sécurité aérienne. Quand on est trop confiant, c'est là qu'on fait des conneries. Donc, ouais, sur ces avions-là, c'est très technique de venir recharger l'avion en eau. Et après, quand tu recharges ton avion en eau, donc le but c'est de venir le plus proche possible du feu en Ouais, mer ou ouais. sinon, là dans la zone du coup ce sera lac plutôt. Alors en fait, non, ça dépend où on va. Nous, les Français, on écope en mer, sur des plans d'eau fermés, c'est-à-dire sur des lacs, ou également sur des fleuves. Donc Sur un fleuve, ok. on écope sur le Rhône, on écope sur la Garonne par exemple, on pourrait couper sur la Seine aussi, on a des zones répertoriées, on peut le faire. Ok. Voilà, donc Il faut quelle largeur alors il nous faut, nous, dans nos réglementations, il nous faut 100 mètres de large, 2 km de long et 2 mètres de profondeur. 100 mètres Voilà. de large, ok. Voilà. Ouais, je pensais que ouais, peut-être 50 mètres, je disais. Non, 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 non. Bah, alors, L'avion, il est à quoi d'envergure? Il est à 20 mètres? 30 mètres. 30 mètres d'envergure? Alors, Oui. on pourrait faire moins large que 100 mètres, mais encore une fois, le but du jeu, c'est de se mettre des portes de sécurité. Oui, bien sûr. Si vous avez une panne d'un moteur pendant que vous êtes en fin d'amérissage, forcément, vous allez avoir une embardée. Donc, si vous êtes trop proche de la rive, ça va être compliqué. Voilà. Donc, et puis souvent, on écope des fois à deux avions, on est de front. Voilà, le but étant de gagner du temps et de l'efficacité. Donc, c'est une norme qui est une règle qui est pas mal. Après, on peut être amené à écoper sur des plans d'eau plus restrictifs, mais à ce moment-là, on va limiter la charge. C'est-à-dire, enfin, l'emport d'eau. Au lieu de prendre les 6 tonnes, on prendra moins. D'accord. Parce que pour que l'avion puisse redécoller. Voilà, c'est pour ça. Ok. Et sur ces avions-là, donc c'est que de l'eau à chaque fois ou que du produit retardant? Je sais Alors, pas, il y a jamais une des deux. les avions, aujourd'hui, on a deux types d'avions à la sécurité civile. On a des Canadair et on a des Dash 8. Les Dash 8 sont des avions qui vont travailler au retardant principalement. Pour autant, ils peuvent travailler à l'eau aussi. On peut les remplir en eau. Le Canadair travaille majoritairement en eau, mais pour autant, il peut être amené à faire des missions de surveillance aérienne en gué littoral, donc le long du littoral, et à ce moment-là, il va prendre du produit retardant. Parce que la première charge, sur un feu naissant, le produit retardant est 6 fois plus efficace que l'eau. Voilà. Par contre, dès l'instant où il n'a plus de retardant, il n'y a pas de lac de retardant qui existe. Donc après, il passera forcément à l'eau, quoi. D'accord. Voilà. Et donc de l'eau, que ce soit c'est de l'eau salée ou de l'eau douce, indépendamment. Ça change rien? Non, ça change rien. Par contre, au retour de mission, ça change quelque chose. C'est-à-dire que quand Oui, le sel, ça. on a travaillé en eau salée, donc on est obligé de faire un rinçage et un lavage de l'avion pour éviter la corrosion. C'est tout. Ouais, c'est normal. Ouais, voilà. Comme un bateau qu'on sort de l'eau, on le nettoie. Exactement, c'est la même chose. Très bien. Donc ça, c'est le métier que tu as actuellement. Oui. Qu'est-ce que tu as préféré dans ta carrière comme métier? C'est difficile parce que chaque métier a ses particularités. Donc c'est difficile de dire si j'ai un métier. Je pense quand même que l'aviation de chasse pour moi restera le Graal ultime. Voilà, c'est parce que les missions sont tellement variées, parce que le vecteur est tellement fantastique que l'aviation de chasse reste, en termes d'aéronautique pure, reste pour moi le Graal ultime, parce qu'on faisait des missions de combat, on faisait de l'assaut, on faisait du ravitaillement en vol, on faisait toutes sortes de choses. Mais
il y a une partie au Canadair qui reste quand même mythique et qui est fantastique, c'est d'avoir un avion qui devient un bateau, qui redevient un avion, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc, vous voyez, il y a plein de parties que j'adore. En fait, j'ai adoré des choses à la Patrouille de France, j'ai adoré des choses dans l'unité opérationnelle, j'adore des choses aujourd'hui dans mon métier. Mais allez, si je devais vraiment retenir une chose, si je prends que le vecteur, même le vecteur, c'est l'avion de chasse, oui. L'avion de chasse, Ouais, ok. ouais. Ça, c'est ton avion préféré. Ouais. Et juste au niveau du Canadair, quand tu dis que l'avion devient un bateau, Ouais. tu as l'impression de vraiment être sur un bateau de… Ah oui, Ok. ah oui, mais quand On sent qu'il est posé et… Ah oui, il est posé, on est comme si on était sur un hors-bord, voilà, D'accord. et quand on fait, quand on est sur la houle, notamment quand on est parallèle à la houle et qu'on la surfe, des fois on a vraiment cette sensation des fois de surfer la vague, hein, de partir avec l'avion. Oui, c'est un bateau, c'est un bateau. Alors, faut savoir quand même qu'on n'y reste pas si longtemps que ça dans l'eau, hein, parce qu'on remplit, Ça dure 20 secondes, ou on remplit les 6 tonnes d'eau en 12 secondes. 12 secondes. Donc ça va vite, hein. Voilà. Donc, mais pour autant, ça reste un bateau. C'est un bateau. Et d'ailleurs, quand on voit la forme de l'avion dessous, c'est une coque de bateau, ni plus ni moins, hein. Voilà. Génial. Et donc, sur les différentes missions dont tu parles là pour la partie avion de chasse, donc on est moins entré dans ces détails-là. Maintenant, tu nous as dit du coup que ça, c'était ton vecteur préféré pour la diversité des missions. Ouais. Est-ce que quand tu largues aujourd'hui de l'eau, c'est un petit peu similaire à ce que tu pouvais larguer quand tu larguais une GBU? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu faire. On a eu Maxence qui était là. Oui, c'est ça. Oui, pilote de… Ok. en fait, oui, quand on largue une munition, plus elle est lourde, plus on a la même sensation. C'est-à-dire, on sent que l'avion s'allège d'un point important. Donc c'est la même chose. On a les mêmes sensations en fait avec ce genre d'avion. Modulo le vecteur, qui est pas le même, mais c'est exactement ça. Voilà, on a cette sensation-là. Donc tu retrouves un petit peu ça. Ah oui, mais il n'y a plus la vitesse. Non, mais il n'y a plus la vitesse. Mais après, il y a autre chose. Il y a ce travail à l'eau. Il y a quand même aussi le côté opérationnel où on voit réellement le résultat de son travail. Sur un avion de chasse, quand vous larguez votre munition, maintenant c'est souvent des munitions à longue distance, donc vous voyez les résultats à la caméra, mais c'est pas. Non, on est déjà parti. On est déjà parti. Avant que… Là, on voit l'efficacité de son travail au fur et à mesure. Donc c'est valorisant en fait. Et quand on voit qu'on est efficace, c'est encore plus valorisant. Donc ça, c'est par là. Alors quand je reviens un peu sur parler des missions, parce que tout à l'heure, tu parlais de la Patrouille de France en me disant, si tu appuies dans la Patrouille de France, il y a aussi, et qui m'a peut-être déplu aussi par rapport à l'unité opérationnelle, il y a une partie qui est quand même à la Patrouille de France qui devient répétitive. Oui, c'est clair. On est dans un travail de haute technicité. Ouais, forcément… mais qui devient au bout d'un moment répétitif. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand même, ça devient un petit peu fatigant. Voilà. Alors qu'on n'a pas cet aspect répétitif à la sécurité civile aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais sur ce qu'on va voir comme métier, on ne sait jamais comment ça part, on ne sait jamais sur quel feu on va, ce qu'on va trouver, les conditions, etc. Donc c'est toujours varié. Et en aviation de chasse, c'était pareil. La mission était plus variée, donc il y avait moins de monotonie dans le métier en lui-même. Donc cet aspect-là, je l'ai préféré. C'est pour ça que vous voyez, on peut trouver plein d'aspects différents qui sont super dans les différents métiers que j'ai exercés et dans celui que je fais aujourd'hui, et d'autres aspects qui sont un peu moins. Dans l'aspect aujourd'hui moins sympa de mon métier, c'est que c'est un métier, lorsqu'on est en saison feu, c'est un métier d'attente. Donc on est au boulot en alerte à 30 minutes et puis on attend que ça sonne. Et si ça sonne pas de la journée, on n'a pas décollé. Voilà. Et pour autant, on passe. Ce qui est aussi excitant, c'est qu'on passe dans une phase où on est un peu, pas amorphe, mais on est un peu en dilettante. Et puis d'un seul coup, bam, il y a la sonnette. Et puis là, il faut se remobiliser toutes les ressources pour aller remplir la mission. Donc ça, c'est aussi c'est intéressant. Voilà, il y a plein de choses. Il n'y a pas. Rien n'est parfait nulle part. Voilà, c'est clair que chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, et ça, c'est il n'y a normal. pas de perfection. Après, je trouve que le métier en lui-même, il est super, il est fantastique. Voilà. Ça me plaît. Génial. Et niveau escadron pour la partie sécurité civile, je sais pas, on parle d'escadron ou… Non, on parle de secteur. De secteur. Il y a le secteur Canadair, le secteur Dash et le secteur Beach. Voilà, c'est les 3 secteurs. Et niveau secteur, est-ce qu'on retrouve un petit peu la même vie que ce que tu peux avoir dans l'armée ou c'est assez différent? Alors, il y a un mix maintenant. Alors, même si on est majoritairement issu des armées à la sécurité civile, transport ou chasse, il n'y a pas que des pilotes de chasse. On a quelques pilotes civils aussi aujourd'hui. On a une différence d'âge qui est plus marquée, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont 25 ans et des gens qui ont 63 ans.
Donc le gap, alors qu'on n'avait pas ça dans les forces, par exemple. Clair que 63 ans comme pilote. Non, mais ça veut dire on se dit pas ça. ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, il peut y avoir des ruptures de mentalité finalement. Voilà. Ah, c'est clair, c'est une Voilà. nouvelle génération. Les générations, donc les générations mode de changent, vie. etc. Donc ça c'est un aspect qui est différent. L'organisation n'est pas la même parce qu'on n'est pas gradé, donc il n'y a pas cette hiérarchie militaire qu'on a à la sécurité civile. Donc on fonctionne plus comme une administration, et c'est peut-être un regret. Moins l'état d'esprit d'équipe soudé. Alors, c'est pas ça, c'est que le rythme de travail, le fait que ce soit quand même très saisonnier, le fait que l'hiver, c'est la période de laquelle on prend nos congés, où on se croise à Versailles et tout, et qu'on est beaucoup plus nombreux qu'un escadron de chasse, on peut peut-être pas avoir le même esprit de corps que ce que l'on avait en unité opérationnelle. Pour autant, il y a des groupes. Il y a plein de groupes où les gens sont super ensemble. Parce que, Oui, mais c'est plus des camarades, amis. oui, mais on retrouve pas mal de similitudes par rapport à l'armée. C'est-à-dire qu'on se fréquente aussi avec certains en dehors du travail, parce que c'est partie de notre ADN. On partage des tranches de vie et des souvenirs parce qu'on s'est connus avant, etc. Et tout, bien entendu. Mais c'est quand même pas la même organisation. Et puis le fait qu'on soit plus militaire aussi, je pense que ça joue sur le comportement de certains aussi. Voilà. Donc c'est différent. Très bien. Et donc chaque métier a ses différences, pas forcément de. Voilà. Personnellement, j'aimerais avoir l'ambiance escadron opérationnel de chasse à la sécurité civile. Voilà. Ça me plairait davantage. Ok, très bien. Ouais, c'est clair que c'est un état d'esprit pour moi d'équipe, soudé, qu'on est tout le temps ensemble. Ouais. Et après, il y a l'organisation militaire. Et l'organisation militaire, bon, il y a le côté qui peut être un petit peu désagréable par moment, mais on va dire que moi, aujourd'hui, j'ai un fonctionnement de vie qui est un petit peu militaire et ça me plaît. Et ça me plaît d'être carré, organisé, que tout dans ma journée, il y a des horaires pour le faire. C'est agréable, ça me permet d'avoir un mode de vie dans lequel je me sens Non, mais bien. de toute façon, l'armée, elle vous déforme. C'est-à-dire, elle vous déforme, mais dans le bon sens du terme. Moi, par exemple, je ne supporte pas d'être en retard. Ça, c'est quelque chose ça me fait hérisser le poil, quoi. Donc, les horaires, c'est les horaires. Et moi, je serai toujours en avance. Toujours en avance. Voilà, Ou alors, si je ne suis pas en avance et machin tout, c'est parce que j'ai un problème technique, c'est parce que j'ai une panne de réveil, mon réveil n'a pas sonné, ou je l'avais mal réglé, j'ai fait une erreur. Mais ça me rend malade. Voilà, et parce que les horaires, c'est primordial dans nos métiers. C'est de la rigueur. Et en fait, l'armée nous a amené. C'est pour ça que. Alors, ça peut être des fois un peu pesant pour les gens qui vivent avec nous, parce que on va être hyper exigeant des fois sur des détails. Mais parce que pour certains, ils vont dire, mais c'est du détail. Non, c'est pas du détail. Les petits détails font des grandes victoires. Voilà. Donc, il y a des choses, bien sûr, sur lesquelles on peut être plus souple, bien entendu, mais la rigueur, et c'est pour ça, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, par exemple, qu'on puisse faire son métier en s'en foutant, quoi. Voilà. Vous avez des gens qui font des travaux, vous faites intervenir des fois des artisans chez vous. Il y en a qui bossent bien, mais il y en a, c'est pas toujours être derrière, ils s'en foutent parce que c'est pas à eux. Voilà. Alors que là, c'est générationnel aussi. Je pense qu'on a changé d'époque. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de tout. Voilà. Or, de la rigueur, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Voilà. Remettons le service militaire. Ça reviendra jamais. Il faut oui, il faut je pas. rigole. Ouais, non, mais le service militaire avait une. Non, mais une fois supprimé, c'est clair qu'on ne peut pas le remettre, c'est fini. Non, Voilà, mais les services militaires, c'était une erreur monumentale de le supprimer. Et il avait cet avantage-là de donner un cadre à beaucoup de gens qui n'en avaient pas, de donner des métiers à des gens qui n'avaient pas, qui étaient perdus pour la nation. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de gens n'ont pas voulu partir à l'armée et sont sortis avec un métier. Ça, on oublie de le dire. Ça donnait aussi de l'esprit de corps et de la camaraderie parce qu'on était logés à la même enseigne. Il fallait s'entraider, il fallait partager, et surtout, on brassait l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Et donc, on avait des gens qui venaient de la cité comme des gens qui venaient de la bourgeoisie. Donc, voilà. Alors, sur la fin du service militaire, effectivement, certains arrivaient à se faire exempter du service militaire, quand d'autres allaient forcément le faire. D'autres arrivaient à faire des postes un peu plus planqués que d'autres, etc. Bien sûr, mais il y avait quand même, le noyau dur existait quand même, malgré tout. Et moi, j'ai connu des gens, et quand on faisait de la formation militaire, j'ai connu des gens qui sont rentrés à l'armée qui ne savaient pas écrire. Ils ne savaient pas lire. Et ils ont appris à lire et écrire dans l'armée, parce qu'il y avait des gens de leur promotion qui leur ont appris à lire et à écrire. Voilà,
Ça paraît incroyable qu'à cette époque-là, il y avait encore des gens qui étaient sortis du système scolaire, qui ne savaient pas lire et écrire. Enfin, c'est hallucinant. Voilà. Donc l'armée, tout ça, le service militaire donnait beaucoup de choses. Et depuis que tout ça est parti, tout part un peu à volo. Hein. Donc voilà. C'est mon avis, hein, mais je ne dis pas pour les auditeurs qui nous écoutent que je suis investi d'une mission et que j'ai la science infuse. Je vous donne mon expérience de vie, de mon expérience d'un homme qui a 56 ans et qui a connu différentes époques. Et les certitudes que j'ai à 56 ans n'étaient pas celles que j'avais à 40, et pas celles que j'avais à 30, et pas celles que j'avais à 20. Voilà. Donc, et l'expérience de la vie fera toujours la différence. Pour un célèbre produit souvent imité mais jamais remplacé. Donc voilà, il y a l'expérience de la vie ne remplacera jamais. Voilà, cette expérience-là, on ne l'apprend pas sur les bancs de l'école. Voilà. Il y a les certitudes qu'on a et après la vie nous apprend à vivre autrement. Et aujourd'hui, les notions de respect, de politesse, à tout niveau, moi je ne les vois pas dans la société, quoi. Les gens s'en foutent, les parents les premiers. Quand j'étais parent d'élèves, que j'allais aux réunions parents d'élèves et que des parents sortaient le portable en pleine réunion, même pas s'excuser, sortaient de la salle, ça me rendait fou. Ça me rendait fou. Voilà. Et je dis, mais comment on peut être aussi respectueux? On montre pas l'exemple. C'est la valeur d'exemple en fait qui pour moi est importante. Voilà. Et c'est une valeur dans l'armée qui avait encore du sens, quand j'y étais. On peut toujours trouver des points de détail, bien entendu, hein, mais comme partout. Mais cette valeur-là, et c'est comme aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise, on peut être le meilleur manager du monde, on manage par l'exemple. Voilà, si vous demandez à vos collaborateurs des choses que vous êtes incapable de vous appliquer à vous-même, comment voulez-vous être crédible? C'est comme ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, ça ne veut pas dire que l'homme est faillible, heureusement, mais il faut tenir compte de ses erreurs. Il faut être. Tout à l'heure, je parlais de remise en question, mais ça va au-delà de la remise en question, en fait. C'est l'autocritique, c'est accepter la critique, voilà, c'est ne pas se focaliser sur ses certitudes, disant ok, moi je suis détenteur de la vérité. C'est faux. Il y a plein de sujets sur lesquels vous n'avez pas la compétence pour parler. Donc écoutez les gens qui l'ont. Voilà, c'est intéressant déjà. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. J'espère, en tout cas, j'espère de parler effectivement de cette expérience de vie qui est particulière. Et ce qui est marrant, c'est que moi, comme j'étais étudiant avant de rentrer à l'armée et que j'ai fait des stages en entreprise, ça m'a permis de beaucoup démystifier en fait du métier de militaire, parce que en plus du métier que je fais aujourd'hui, je fais des conférences en entreprise aussi, voilà, parce que j'ai pu transférer beaucoup de compétences que j'ai acquises justement au sein de l'armée au monde de l'entreprise aujourd'hui. Tu fais des conférences. Voilà, donc je fais des conférences dans l'entreprise parce que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de compétences finalement qu'on pouvait transposer au monde de l'entreprise. Alors bien sûr, le milieu militaire a son jargon, comme chaque milieu a ses jargons. Hein. Vous allez dans une entreprise qui est spécialisée dans le milieu médical, ils vont vous sortir des termes que vous ne connaissez pas du tout. Bon, c'est pareil, il faut juste s'acculturer au vocabulaire. Par contre, dans les méthodes de management, dans la gestion de la sécurité, par exemple la maîtrise des risques, la gestion de l'échec, etc., toutes ces données-là, on a vraiment une plus-value qu'on peut amener. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir fait des stages en entreprise, d'avoir vu le monde de l'entreprise, d'avoir vu le milieu militaire, que j'ai dit, tiens, il y a quelque chose à faire. On peut transmettre d'autres messages. Voilà. Avec la modestie que j'ai, hein, je ne prétends pas que je vais révolutionner le monde du travail, mais j'aime ce côté-là. Et quand je fais des conférences, je me mets à nu. Encore une fois, c'est pareil, c'est un challenge à chaque fois. C'est une remise en question. Je ne reste pas campé sur mes certitudes, sur mes positions, sur mes compétences. J'ai en face de moi une assemblée qui est complètement différente à chaque fois, parce que leur secteur d'activité est complètement différent, le nombre est différent. Je peux avoir des techniciens, je peux avoir des employés, je peux avoir des comités de direction. Ils sont 30, ils sont 100, ils sont 2000. Voilà, c'est comme ça. Et donc à chaque fois, je me challenge pour essayer de sortir de cette conférence-là en ayant fait passer des messages forts, et leur applaudissement, finalement, c'est ma récompense, ça veut dire que j'ai réussi. Voilà. On ne réussit pas toujours, mais j'essaie de réussir au maximum. Majoritairement, on réussit, tant mieux, mais c'est le but du jeu. Donc, j'aime pouvoir transmettre cette expérience de vie, en fait, tout simplement, quoi. Voilà. Génial. Et
peut-être que tu le connais, c'est Hervé Jouff. Ça te dit quelque... Non. Donc sur LinkedIn, lui, c'est un ancien Saint-Cérien. Donc comme moi, au niveau du parcours initial, lui, c'est un gars qui s'est reconverti après son temps dans l'armée de terre. Et il était aussi OSC. Enfin, OSC, pardon, il est OSC. Hmm. Et du coup, lui, il s'est reconverti dans l'accompagnement de managers dans leurs compétences de management Hmm. en appliquant, en transposant des compétences militaires au management Ouais. civil. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans son approche, du coup, je vois ses posts sur LinkedIn, il parle que de l'armée, il met en avant du coup le chef de section au combat par exemple, puis il va transposer Bien ça au sûr, monde civil bien sûr. et vraiment faire des parallèles en permanence dans la manière de diffuser en fait diffuser ses ordres, diffuser ses conseils, sa manière de gérer. Et en fait, la seule différence, c'est que dans le civil, on va pas commander, on n'a pas la hiérarchie, mais globalement sur la structure, on aura aussi une structure pyramidale avec une personne qui va devoir gérer, manager ses équipes. Et il va falloir, du coup, de la même manière, s'organiser et montrer le meilleur exemple possible. Et l'exemple, comme tu l'as dit, c'est indispensable. Quand on ne s'applique pas à soi ce qu'on fait appliquer aux autres, ça ne peut pas fonctionner. Donc, merci beaucoup pour ce partage-là. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui nous écoutent, qui souhaitent un petit peu embrasser la carrière que tu as pu avoir? Oui, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Alors aujourd'hui, vous êtes une société, vous avez accès à tout. Moi, je suis rentré dans l'armée, je ne savais même pas combien j'allais gagner. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qu'est un pilote, quelle est sa carrière, quel va être son rythme de vie, etc. Je ne savais pas que j'allais déménager autant de fois que j'ai déménagé. Aujourd'hui, les militaires le font moins parce qu'il y a quand même moins de bases qu'avant et tout ça. Mais croyez en vos chances, croyez en vous. Dites-vous que tout est possible à condition de se donner les moyens. Ça, c'est mon conseil de base. Écoutez pas les défaitistes, surtout ceux qui ont qui parlent de ces milieux-là parce qu'ils y ont échoué. Donc il y a beaucoup de frustration en fait dans l'échec et souvent les gens ont tendance à se dédouaner de leur propre responsabilité en accusant telle ou telle personne que c'est de leur faute, etc. Ou c'est le système, ou c'est l'institution, c'est tout ce que vous voulez. Je ne dis pas que vous aurez toujours encore une fois un contre-exemple possible, mais globalement il faut croire en ses chances, il faut dire que tout est possible, il faut donner les moyens et il faut travailler. Voilà, il faut, à un moment donné, il faut travailler, c'est comme ça. Mais quand on travaille pour quelque chose qui nous plaît, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Et il faut être rigoureux et il ne faut pas être syndicaliste et il faut voilà, il faut pas s'imaginer que dans l'armée, en tant que pilote de chasse, vous allez travailler 35 heures par semaine. Voilà, je vous le dis tout de suite. Par contre, ça c'est sûr. Si votre leitmotiv à vous c'est les 35 heures et les RTT, il ne faut pas venir dans l'armée. Voilà. Ouais, c'est clair que l'armée, c'est pas le plus adapté. Et j'entends souvent dire qu'on n'a pas de vacances dans l'armée, tout ça. C'est faux. Aujourd'hui, on va dire que la plupart des militaires, ils ont plus de vacances que dans le civil parce qu'on a un petit peu plus de vacances, plus des jours offerts. Maintenant, c'est clair que sur le quotidien, on peut avoir des semaines qui s'arrêtent plus, des semaines à 70 heures ou des semaines où on n'est pas du tout à la maison. Bon, ça fait partie du métier. Oui, ça fait partie du métier, mais vous le savez, donc vous avez effectivement plus de vacances militaires, mais vous avez beaucoup de suggestions qui vous obligent. Donc en fait, finalement, c'est un juste retour des choses de donner un peu plus de congés. C'est vrai que j'appartiens à une génération où avant, moi, les 10 premières années dans l'armée de l'air, Les vacances, là, avant, c'était compliqué. non, je rendais au minimum, sur les 45 jours auxquels on avait droit, je rendais 20 jours de vacances par an, qui étaient perdus, non payés, etc. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va dire que ça fait 10 ans que l'armée insiste énormément sur ce point-là, plus la famille. Oui, mais pourquoi? Parce que les générations ont changé et pour susciter des vocations encore, il fallait être attractif. C'est comme était pour la revalorisation des salaires, ça comme était voilà, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de plaisir. Il ne faut pas voir que les contraintes, il faut voir aussi les plaisirs. C'est un équilibre, c'est une balance. Voilà. Après, c'est sûr que il ne faut pas être pantouflard, c'est-à-dire que si vous voulez un jour être militaire, il ne faut pas se dire ok, moi je vais être militaire, mais à condition d'habiter à 5 km de chez mes parents, quoi. Voilà, parce que ça ne marche pas, ça. Voilà. Il faut couper le cordon un peu, vous voyez, il faut s'émanciper. Voilà, donc non, oui, militaire, ça va vous contraindre d'aller dans des régions que peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est une chance, parce qu'en fait, on ne connaît pas son pays, il y a plein de régions super, et quand on y vit quelques années, on se dit, mais finalement, c'est fantastique, et rien ne vous obligera plus tard de retourner dans votre région de cœur, à la retraite, tout ça. Donc bon, non, voilà, il faut croire en vous, il faut pas être défaitiste. Et il n'y a que ceux qui tentent leur chance qui réussissent. Voilà. Gardez ça à l'esprit, il n'y en a pas d'autres. À fond.
Un dernier conseil, un livre, un film peut-être à recommander sur l'armée de l'air et sur le parcours de pilote? Ah, alors, dans l'armée de l'air, il y a pas mal d'anciens pilotes qui ont écrit des livres. D'ailleurs, il y a d'anciens leaders de la patrouille de France qui ont écrit des livres. Je me souviens plus du titre, mais vous trouverez ça assez facilement. Qui relatent justement un petit peu ce que je vous ai dit, avec des mots et des parcours qui sont différents, mais qui sont tout aussi intéressants. Donc pour quelqu'un qui est motivé, ça peut l'aider. Après, quelqu'un qui est normalement motivé pour faire pilote, c'est quelqu'un qui achète régulièrement des bouquins d'avion, qui lit Air et Cosmos par exemple, des choses comme ça. Enfin, ça me paraît évident, hein. C'est comme si vous voulez demain être vendeur de voiture, mais vous ne savez pas comment marche une voiture. Voilà, ça va être compliqué pour vous de l'expliquer aux clients potentiels. Donc, il faut un peu de crédibilité aussi, hein. Donc, voilà, c'est ça que. Alors, des livres, il y en a plein, mais bon, je ne vais pas vous en donner un particulièrement, mais vous en trouverez plein. Vous avez un outil magique qui s'appelle Internet. Avec ça, aujourd'hui, on trouve tout. Plus ChatGPT maintenant. Donc bon, il y a de quoi faire. Très bien. Merci beaucoup Thierry pour ce podcast. Merci d'avoir partagé ton parcours. J'espère que ça t'a plu et que ce parcours-là aidera de nombreuses personnes à trouver leur voie et à peut-être susciter de nombreuses vocations. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, enregistrez la vidéo, mettez un maximum de commentaires, 5 étoiles si vous écoutez actuellement ce podcast et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et prochains podcasts. Force!